Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. National 7. Il faut la prendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6, l'immortel Charles Trenet. Eh oui, et cette route des vacances, André Berkoff, eh bien, nous allons l'emprunter sur Sud Radio avec un passionné d'histoire, l'acteur, acteur et animateur Laurent Deutsch, qui publie un très beau livre sur l'histoire des plus grandes villes de France, André. Oui, il serait temps de reparler de la France, parce que c'est très très bien qu'on parle de partout, et on a raison de parler de Kiev, on a raison de parler de tout ce qui se passe entre la Chine, l'Inde et autres. Mais Lille, Versailles, Orléans, Rennes, Angers, Brive-la-Gaillarde, Bayonne, Nice, Marseille, Carcassonne, ça existe. Et en plus, ce sont de très 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 belles villes. Ce sont des villes d'identité, ce sont des villes d'histoire, ce sont des villes de millénaires. On oublie ça. Et c'est très bien que Laurent Deutsch, il a quitté le métro parisien, il était très underground, et il s'est dit allez, je vais aller au Grand Air, je vais voir ce qui se passe. Et puis c'est vraiment très très intéressant de voir cette découverte des villes que vous avez fait en historien, en géographe et surtout en artiste, et ça fait plaisir. Et oui, et ces villes donc qui ont forgé le destin de notre nation, André Berkoff, nous allons en parler dans un instant sur Sud Radio avec Laurent Deutsch. Alors accrochez-vous, accrochez vos ceintures pour un tour de France à toute berzingue. Sud Radio, la culture dans tous ses états. Beau livre chez Michel Lafon intitulé À toute berzingue, dans lequel vous nous emmenez à la découverte de l'histoire des plus grandes villes de France. Ce parcours s'inspire de votre chaîne YouTube, dont je suis vraiment une adepte, une passionnée, une fervente admiratrice de vos vidéos. C'est vous. On cherchait qui était l'abonné. On cherchait qui était mon abonné, c'est vous. Je suis ravi. Quel abonné? Il y a des chiffres qui valent plus que d'autres. Alors effectivement, sur cette chaîne YouTube, donc qui s'intitule À toute berzingue, depuis 5 ans, vous avez sillonné plus de 100 villes de France? Ouais, à peu près une centaine maintenant. Ouais. C'est mon odyssée. Ulysse, il a mis 10 ans pour rallier Ithaque. Et moi, j'espère qu'en 10 ans, j'aurai rempli un album magnifique, qui est notre album de famille à tous, qui est notre pays, la France. Je veux lever toutes les zones grises, toutes les zones blanches, pour mieux la connaître et peut-être mieux la transmettre aussi à mes enfants, parce que je me dis, dans 20, 30, 40 ans, un peu comme une vieille carte postale que je pourrais leur transmettre. Je sais pas où ils vont vivre, où ils vont s'installer plus tard, mais peut-être qu'ils iront à Clermont-Ferrand, à Brive, à Béziers. Oui. Et ils regarderont peut-être qu'ils seront encore là, Clermont-Ferrand, Béziers en tout cas. Ah bah oui, oui, bien sûr qu'ils seront là, et eux aussi ils seront peut-être. Et ils se diront tiens, je leur ferai un petit clin d'œil d'où je serai, je sais pas où, et ils diront tiens, qu'est-ce qu'il disait papa ou papy sur Clermont-Ferrand et Brive-la-Gaillarde il y a 30, 40, 50 ans. Et oui. Comment vous les choisissez, toutes ces destinations? Au départ, j'ai été attiré par des villes. Il y a des villes qui me passionnaient. Je voyais ce nom-là quand je partais en vacances. Des villes, justement, on parlait de Clermont-Ferrand. C'est une ville qui m'a toujours intrigué. Qu'est-ce qu'il y a à Clermont-Ferrand? J'ai voulu aller aussi dans le sud, aller à Nice. J'ai très vite voulu embrasser un maximum l'Hexagone. Donc je me suis étiré pour faire les coins. J'ai voulu faire les coins au départ. Donc c'était Brest, c'était Lille, c'était Strasbourg, Perpignan, Nice et Bayonne. Les 6 coins de l'Hexagone. Les 6 coins, ouais, les 6 coins de l'Hexagone. Ça a commencé comme ça, puis petit à petit, rentrer, pénétrer. Je me suis acheté une carte de France avec une échelle de 30 km et je me suis dit, faut que je remplisse tout ça. Donc, l'intérêt pour moi, l'intérêt kilométrique est de faire toutes les villes dans un rayon séparé de 30 km pour remplir toute la France comme un bel album Panini et un livre d'images quand on était petit. Et oui. Alors, dans votre livre, vous livrez l'histoire de 15 villes de l'Antiquité à nos jours. Commençons par Lille, la perle du Nord. Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. C'est Enrico, ça. C'est Enrico. Et oui, Enrico Macias qui rend un très bel hommage aux gens du Nord, André Berkoff. Alors, Laurent Deutsch, Lille, à l'origine, c'était une île. Ouais, souvent, c'est ça qui est amusant, c'est que moi d'ailleurs, j'ai commencé. Moi, j'ai ma passion d'historien. Vous savez, le mot histoire, ça vient d'un mot grec qui est un mot d'Hérodote, historia, qui veut dire enquête. Et en fait, moi, quand je découvre un endroit, que ce soit une ville, une rue ou même une personne, eh bien, son nom nous renseigne. Son nom nous indique, et souvent le nom, les anciens, ils étaient pas bêtes. Le nom raconte ce que c'était. Et voilà, l'étymologie de l'île, c'est effectivement une île perdue dans des marécages avec la Deule qui serpentait tout autour. Et cette île, petit à petit, s'est structurée. On en a fait un castrum romain, puis une motte féodale, puis une tour, puis un château, puis une ville, une agglomération. Voilà, ça s'est agrégé petit à petit. Elle est devenue très riche.
Autriche, cette perle du Nord, c'était une des principales villes des Flandres, on n'était pas en France, et pour qu'elle devienne la perle du Nord du royaume de France, pour citer Louis XIV, il faudra attendre le XVIIe siècle. Ouais, c'est fou. L'île est française que depuis 300-400 ans. Ah oui, c'est ça. Et en fait, cette ville est née au 7e siècle, pardon, pas au 7e siècle. On y va quand vous voulez, je ne sais pas, vous pouvez regarder avec assistance, c'est bizarre. Le voyage, ça vous inspire, Céline. Et au commencement, il y avait une bataille de géants, si on veut rester dans la légende. Alors souvent, l'histoire, avant d'être une science et avant d'être factuelle, elle est souvent rêvée, mythique, mais ça fait partie de l'histoire, c'est le substrat historique. Souvent on dit mais non, mais ça c'est des fables, c'est pas la vraie histoire. Faut être un petit peu plus prudent quand on dit ça. C'est que les mythes historiques font partie de l'histoire du sub. C'est Paul Veyne, un grand historien, qui le dit. Et donc effectivement, cette histoire de géants qui s'appelait Liedrich et Finart font partie du mythe fondateur de l'île, à savoir ce Liedrich qui va aller venger son père qui avait été assassiné par un méchant géant qui s'appelait Finart. Il va aller le tuer et en récompense, il y a un roi franc, je sais plus si c'est Pépin le Bref ou Charlemagne, qui va lui dire tiens, installe-toi là, t'es un bon petit gars, et tu vas surveiller nos frontières et tu vas surveiller nos arrières à Lille. Et voilà, l'île serait née de ce fond de ce géant. Mais c'est la légende, ça. Oui, on en est dans la légende. Et après, on arrive à Bouvines, et Bouvines, c'est le titre d'un extraordinaire livre de Emmanuel Leroy-Ladurie. Ah oui, aussi, et puis aussi le Georges Duby, Dimanche à Bouvines. Duby, magnifique. Et on dit vraiment que peut-être c'est dans cette bataille à Bouvines que pour moi, un des plus grands personnages de notre histoire, un de nos plus grands ancêtres, un autre aïeul majeur, j'ai envie de dire, le super aïeul qui s'appelait Philippe Auguste, un peu méconnu aujourd'hui. On parle tout le temps quand on parle des rois, on parle de Louis XIV, etc. Mais Philippe Auguste est pour moi le plus grand des rois de France, puisque c'est lui qui a fait la France. On dit que le royaume de France avant est né avec lui. Avant, on parlait de royaume des Francs, il y avait plusieurs Francis, etc. Et la France serait née lors de cette bataille où simplement, Philippe Auguste, il a défoncé tous ses ennemis, tous ses rivaux, de l'empereur aux Flamands, justement à la Flandre, aux Anglais. Il a dégommé tout le monde et il a assis son autorité. Et la France est peut-être née ce fameux dimanche de juillet 1214. À Bouvines, voilà. Exactement. Il y a encore des traces avec une chapelle magnifique. On est sur une voie romaine, comme toujours. Les grandes batailles, elles se déroulent autour de grands boulevards de circulation. Là, ça se déroule sur une voie romaine. Vous décrivez une chapelle extraordinaire. Il y a une chapelle à côté de 3 petits chênes, et c'est magnifique parce qu'on dit que c'est là qu'il y avait peut-être le camp de base de Philippe Auguste. Et là, moi, je ferme les yeux et j'entends encore le tumulte de la bataille. Et tout ça avec le bonheur de 800 ans après, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus ni bourreau, ni coupable, ni victime. C'est que de l'histoire et sans l'histoire. Alors le conte effectivement de Flandre s'est fait emprisonner par le roi. Voilà ferré. C'est ça exactement. Mais à l'époque, qu'est-ce qui fait que le roi de France n'avait pas mis la main sur la Flandre alors ? Parce que c'était le royaume de France au XIIe siècle, fin du XIIe siècle avec Philippe Auguste, c'est tout petit. Tout petit. Faut savoir que quand la France, on va dire le royaume de Francie, quand il se développe avec Hugues Capet, quand les Capétiens, c'est vraiment, c'est des barons plus gros que les autres en fait. Quand l'empire de Charlemagne s'effondre, on rentre dans un chaos qui s'appelait la féodalité avec des tout petits seigneurs qui règnent sur des tout petits territoires, des tout petits domaines, et il n'y a pas un roi qui chapeaute tout ça. J'ai envie de dire que les rois sont venus petit à petit comme des superstructures, un peu comme aujourd'hui en économie, il y a des grandes enseignes qui dominent un petit peu le marché. C'était pareil pour l'histoire. Il y a petit à petit des plus gros qui se sont imposés, mais il a fallu avoir un sacré courage, une sacrée volonté, parce que quand par exemple Hugues Capet dit moi je vais essayer de régner sur un territoire de plus en plus vaste, il était contredit en permanence par ses barons. Ça sera pareil le cas pour Philippe Auguste, qui n'arrivait pas à mettre la main sur le comte de Flandre, qui était totalement indépendant, peut-être même plus puissant que lui. Il est allé lui régler son affaire par les armes. Et au milieu du Moyen-Âge, ceux qui se sont imposés à Lille, c'est les ducs de Bourgogne. La Bourgogne. Ce qui est marrant avec Lille, c'est qu'on est sur cette espèce de talon d'Achille du royaume de France, de la France depuis toujours. Il faut savoir que la France, sur 5 de ses 6 côtés, il y a des frontières naturelles. C'est des mers, la mer du Nord, la Manche, l'Atlantique, la Méditerranée. C'est des montagnes, les Pyrénées, les Alpes, le Jura, les Vosges. Voilà, on est protégé. Mais sur l'angle nord-est, on n'est pas protégé. Et c'est l'éternel problème de la frontière. Est-ce que la frontière est sur le Rhin ? Est-ce qu'elle est sur la Meuse ? Donc quand la France va bien, elle est plutôt sur le Rhin, et quand la France va mal, elle est plutôt sur la Meuse. Et au-dessus, au nord, on a ce couloir d'invasion qui va être un jusqu'en 40, la bataille des Ardennes, etc. De tout temps, c'était vraiment notre talon d'Achille. Et voilà pourquoi Louis XIV, quand il va conquérir le Nord et l'île, il va en faire il va tout de suite mettre une énorme citadelle. C'est ce qu'il appelait sa perle du Nord. C'était une citadelle, une forteresse
forteresse. Et l'Arc de Triomphe. Étoile de Vauban. Et l'Arc de Triomphe qui est sur la route de Paris, magnifique, qui a été rebaptisé récemment rue Pierre-Mauroy. Je trouve ça un petit peu dommage d'ailleurs que Martine Aubry ait fait ça, parce que comme je disais, pour moi c'est l'étymologie qui nous raconte l'histoire. Et il y avait cette grande rue qui était la rue de Paris, qui nous racontait que c'était la rue qui menait à Paris. Pierre-Mauroy, c'était un grand bonhomme, il n'y a pas de problème, il a déjà un stade, il a déjà plein de choses. Pourquoi débaptiser la rue de Paris qui racontait quelque chose de la ville? Pierre-Mauroy, c'est aussi l'île, mais j'aime mieux quand c'est des histoires plutôt que des bonhommes, moi. Oui, c'est de Philippe Auguste à Martine Aubry. Ça a changé. En tout cas, aujourd'hui, Lille n'est plus l'empire du textile, mais reste quand même une cité très attrayante, notamment pour les étudiants. Et on ne peut pas ne pas faire escale à Lille, à la Maison de Gaulle. Eh ben oui, c'est tout à fait, c'est charmant, c'est émouvant, parce que dans cette maison donc où est né le général de Gaulle, vous avez sa robe de baptême. Et le mec, il avait déjà ma taille quand il a été baptisé. Vous savez qu'à cette époque-là, on les baptisait tout de suite. On n'attendait pas 4-5 ans, on les baptisait vraiment dès la naissance pour que il rentre dans la communauté des chrétiens. Et vous voyez sa robe de baptême, son aube de baptême, elle me va quoi. Donc c'était vraiment un grand bonhomme. Dès le début, il était déjà grand le gars. Je suis sûr que vous êtes allé à la maison, vous l'avez revêtir. Laurent Deutsch, André Berkoff, je vous propose tout de suite de partir à Versailles. Alors Laurent Deutsch, il y a quelques jours avec on en vient à l'actualité. Charles III. Et d'ailleurs, c'est quand même assez extraordinaire qu'on reçoive à Versailles, parce que pendant très longtemps, c'était un lieu maudit, un lieu tabou. D'ailleurs, ça a fait grincer quelques dents, cette grande soirée, cette grande réception à Versailles. Déjà, parce qu'évidemment, il y en a qui disent que dès qu'on fait quelque chose d'un peu magnifique, il faut penser aux autres. Voilà, chacun son tempérament. Mais c'est vrai que recevoir à Versailles, c'est pendant très longtemps quelque chose d'impensable. C'était le lieu de Marie-Antoinette et de Louis XVI, c'était la fin de la monarchie. On est allé les chercher en octobre 89, les femmes surtout en octobre 89, elles sont allées les chercher pour les ramener nos têtes couronnées. La boulangère, le petit mitron. Et le petit mitron, c'est ça. Donc recevoir à Versailles était longtemps quelque chose d'interdit. Il faudra attendre un roi anglais, enfin une reine, Victoria, pour qu'on reçoive à nouveau à Versailles et que Versailles retrouve un petit peu son lustre passé, alors que c'était devenu un lieu maudit. Donc merci les Anglais, parce que sans Victoria et maintenant sans Charles III, Versailles serait un petit peu dans l'ombre. Eh oui. Et ce qui est intéressant, c'est que donc vous remontez effectivement le fil de l'histoire dans votre livre, et j'ai découvert que dans l'Antiquité, Versailles n'existait pas. Ah non, non, c'est un lieu en plus qui était assez des forêts, oui, c'était des druides. Là encore, quand vous le savez pas, prenez l'étymologie. Versailles, eh bien c'est l'eau, le versant de l'eau. C'est un endroit où l'eau stagne un peu, où elle crée des marécages qui sont un peu impropres pour la culture et puis pour les habitations, quoi. C'est des endroits qu'il a fallu drainer, c'est des endroits qu'il a fallu assécher pour petit à petit mettre une forêt. Il y a une forêt qui s'est développée, puis un relais de chasse qui plaisait bien à Louis XIII. Il allait se planquer là un petit peu quand il avait... C'est Louis XIII qui en a fait son... Ouais. On dit que Henri IV l'aurait repéré déjà, ce petit endroit, et il y était allé avec Louis XIII en disant « Oh tiens, c'est joli ce petit relais de chasse, là, ce petit manoir », et Louis XIII l'aurait transformé en relais de chasse en mémoire de son père, et Louis XIV en aurait fait Versailles aussi en mémoire de son père. Ah oui, et Versailles... Et pour s'éloigner de Paris surtout, parce qu'il détestait Paris, Louis XIV. C'était une ville qui était pour lui infréquentable, dangereuse. La seule chose, d'ailleurs, je vous pose la question, c'est marrant d'ailleurs, Louis XIV, le grand roi, etc. Qu'est-ce qu'il a fait pour Paris, Louis XIV ? Le Louvre. Le Louvre existait déjà, il l'a transformé en musée. Il l'a quitté surtout, il l'a surtout abandonné le Louvre. C'est vrai, vous avez raison, il a fait la colonnade avec Perrault et il a complété la cour carrée. Mais sinon, il n'a pas fait grand-chose. Il a supprimé les enceintes, parce qu'il voulait pas que Paris se révolte comme avec le siège d'Henri IV, son aïeul, Paris qui résistait. Donc il a supprimé les enceintes pour faire des boulevards aérés. Et sinon, il a créé que des hôpitaux pour purger la ville de tout ce qui traînait, de tout ce qu'il considérait comme des vagabonds, des prostituées. Il a créé la Salpêtrière, il a créé Sainte-Anne et les Invalides pour les militaires. Voilà, il a créé des hôpitaux pour nettoyer la ville. Donc Versailles, c'est son grand œuvre. Voilà, son grand œuvre, c'est Versailles. Ça a été articulé tout autour de sa propre personne. Ah ouais, et ça c'est incroyable. Autour de la course du soleil. Et oui, c'est ça. Parce que tous les rituels de Louis XIV à Versailles, le petit lever, le grand coucher, etc., et ses déplacements dans la journée suivaient la course du soleil. Ça c'est assez incroyable. Et oui, et sa chambre, effectivement, est située au centre, effectivement, du château. Il est au centre, il n'est pas dans un coin planqué, il faut qu'il soit vu. Est-ouest comme le soleil, quand vous avez le pavillon de l'horloge, là, il était à côté de l'horloge, il était là, on le voyait. Ça se levait à l'est avec lui, ça se couchait à l'ouest avec lui. Eh oui. Formidable. Non mais c'est très passionnant. Comment ces gens-là étaient centrés et surtout l'extraordinaire perfection quand même avec le nôtre, avec
tous les architectes, avec Mansart. Il a eu les plus grands, quoi. Il a été, il les a aussi. Il les a aussi fait. Il a eu aussi l'habileté de voir ce qui marchait, puisque avant lui, il y avait déjà eu plusieurs préfigurations de Versailles, avec notamment Fouquet à Vaux-le-Vicomte, où déjà Lebrun, Levaux, Le Nôtre, La Quintigny, Vatel, tous ces grands hommes du grand siècle, mais même Molière, La Fontaine, œuvraient déjà pour des grands personnages, et il se les est récupérés pour servir son œuvre, pour notre plus grand bonheur et notre plus grand plaisir, parce que quand on va à Versailles aujourd'hui, forcément, on a les chevilles qui enflent, on en profite un peu tous. Quelle fierté nationale. Alors Laurent Deutsch, il y a une région de France qui vous tient particulièrement à cœur, c'est la Bretagne. Dans tous les coins de Bretagne, dans les fêtes et les pardons, tous les gars de la campagne fredonnent cette chanson. Les chaperons, vive les Bretagnes. Mais c'est Rennes qui vous racontez. Là, j'en ai fait plusieurs à toute berzingue. On va dire, j'ai fait une centaine de villes. Donc dans ce premier livre, il y en a une quinzaine. Donc évidemment, vous me voyez venir, il y en aura plusieurs si le succès lui prête vie. J'espère dans un deuxième volume vous raconter d'autres villes de Bretagne, parce que j'ai eu la chance aussi de faire Vitré, j'ai fait Lannion, j'ai fait Brest, j'ai fait Vannes, je vais aller faire Lorient le mois prochain. Mais pour ce premier volume, oui, j'ai sorti Rennes. Là, une des deux capitales de Bretagne, parce qu'on ne peut pas parler de Rennes sans parler de Nantes, qui évidemment fait partie de la Bretagne. Il est très disputé, les gens qui disent non, Nantes c'est pas la Bretagne, d'autres disent oui, enfin c'est... Vous savez depuis quand Nantes ne fait plus partie de la Bretagne? Non. Depuis Pétain et Vichy. Donc voilà, donc chacun son camp. Comme par hasard. Pour moi, Nantes fait partie de la Bretagne, et celui qui l'a enlevé de la Bretagne s'appelait Philippe Pétain. Donc je suis pour moi un partisan de réintégrer Nantes à la Bretagne, puisque... Vous avez de bons arguments là. Surtout qu'à la Libération, je sais pas, je suis pas super calé en histoire contemporaine, mais je crois qu'on avait décrété que toutes les lois de Vichy avaient été décrétées nulles et non avenues. Donc elle est caduque, cette expulsion de Nantes de la Bretagne. Donc il faudrait intéressant à rappeler. Il faudra en reparler à monsieur Hérault et à monsieur Le Drian, quoi. Il faudrait qu'ils se réconcilient et que Nantes retrouve son statut de capitale de Bretagne. C'était bicéphale, la Bretagne, et c'est pour ça que j'aime cette région, pour répondre à votre question particulièrement. C'est que la Bretagne, c'est pas une région, c'est un pays. Oui, elle aurait pu, effectivement. Elle aurait dû. Elle aurait dû, et par un mariage heureux dont moi je suis très fier en tant que Français. Je suis très heureux d'avoir rajouté la Bretagne à mon album de famille, parce qu'elle aurait pu rester indépendante et souveraine. Et aujourd'hui, ça aurait pu être un pays au même titre que le Portugal ou la Suède ou la Norvège. Elle avait la même puissance démographique et elle avait les mêmes institutions, la même administration, jusqu'à avoir des ambassadeurs au Vatican et battre sa propre monnaie. C'est vrai. Et alors, remarquez, au moins elle n'a pas été anglaise. Déjà ça. Elle aurait pu aussi être anglaise, et pour notre là ça aurait vraiment été compliqué d'avoir la présence anglaise si proche de nos frontières. Great Britain. N'oubliez pas. Et puis non, mais de toute façon, la Bretagne et l'Angleterre ont grandi ensemble. L'Antiquité, il y avait Bretagne, Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne n'était que l'île de Bretagne, et l'Armorique était un prolongement. C'était un peuple frère. Laurent Deutsch, nous allons continuer ce voyage passionnant à travers notre patrimoine dans un instant sur Sud Radio, et on fera une halte à Carcassonne, Marseille, Nice et Brive-la-Gaillarde. Alors restez avec nous. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Il pleut, bergère, presse tes blancs moutons, allons sous ma chaumière. Il y a une anecdote sur Fabre d'Églantine. Fabre d'Églantine. L'auteur de cette comptine est carcassonné, Laurent Deutsch. Racontez-nous. Oui, c'est Fabre d'Églantine qui a donc écrit ce poème. Il était auteur avant d'être un grand révolutionnaire. Auteur dramatique, ouais. Il était, on lui doit aussi notre calendrier révolutionnaire, Fructidor, Germinal, Thermidor, etc. Non, je l'ai plus. Mais ce qui est assez drôle, il y a une anecdote sur lui, quand il a été condamné avec les Girondins. Il est parti, après les Girondins avec Danton. Il a été condamné à mort. Il a été guillotiné et il tremblait quand il s'est fait guillotiner en avril. Et Danton le regardait et fait: mais tu as peur, Fabre? Et Fabre d'Églantine aurait répondu: non, je tremble pas, il me manque un mot pour faire un vers, puisqu'il était poète. Magnifique. Et Danton alors lui a répondu, il a fait: alors ne panique plus, dans 8 jours des vers tu n'en manqueras pas. Incroyable. Elle serait véridique. Elle serait véridique. Elle est citée, je crois, par Samson le bourreau dans ses mémoires. Et il paraît qu'il a chanté cette chanson jusqu'à son dernier souffle.
Ça, je ne sais pas s'il a chanté tout au bout, mais c'est vrai que c'est une chanson qui l'a accompagné. Mais en même temps, c'est bien la moindre des choses parce qu'elle nous a aussi pas mal accompagné par moments, peut-être un petit peu trop, en devenir un peu entêtante cette chanson. Alors parlons de l'histoire de Carcassonne. Dans l'Antiquité, c'était un oppidum gaulois, c'est ça? Ouais, c'était une tribu celte qui habitait là sur une petite hauteur. Hein, ça dominait la vallée. Et là encore et toujours, il faut se plonger dans l'étymologie pour comprendre l'origine des choses. On a longtemps cru que c'était soi-disant une dame carcasse qui aurait jeté des choses sur les envahisseurs. Tantôt on dit qu'elle était musulmane et qu'elle s'opposait aux troupes de Charlemagne. Parfois on dit que c'est le contraire, que c'était une habitante franque qui s'opposait aux morts de l'époque. Ce qui est certain plutôt, c'est que l'étymologie puisque Carcassonne en fait existe bien avant ces histoires-là, ça existe dès l'Antiquité sous ce nom-là, et c'est plutôt à voir du côté du chêne, le chêne pédonculé qui a donné Cassagne notamment. Cassagne, voilà, c'est. Vous savez qu'encore dans le vieux Carcassonne, il y a encore les carcasses, etc. Il y a encore sa tête. Mais parce que c'est une belle histoire, et peut-être aussi que la légende fait partie du mythe et fait partie de l'histoire. Ça c'est peut-être après par la tradition orale mélangée. Mais je crois plus à mon étymologie du chêne pédonculé que de Dame Carcasse qui sonne les cloches de Carcassonne pour alerter devant le danger à venir. Mais c'est une belle histoire, donc pourquoi s'en priver? Mais quelle magnifique ville médiévale. La ville haute, la citadelle est formidable. Ce qui est marrant avec Carcassonne, c'est un peu comme Clermont-Ferrand d'ailleurs, c'est pas une mais deux villes. Et oui, la ville haute et la ville basse. Et la ville basse. Et quand on parle de Carcassonne, on ne parle que de la sénéchaussée, on parle que de la citadelle, mais il y a aussi une magnifique bastide créée par Saint-Louis au XIIIe siècle, avec comme l'étaient les bastides, à savoir une ville fortifiée autour d'une place centrale, un peu une place d'armes comme ça, qui est orthonormée comme les vieilles villes de l'Antiquité ou les villes américaines, avec des rues qui se croisent à angle droit. Et la citadelle, la bastide de la ville basse a souvent été dans l'ombre de la ville haute, mais a pris le dessus petit à petit. À l'époque moderne, au 19e siècle. C'est au 19e siècle où on a transféré toute l'administration, toute l'autorité jusqu'à la cathédrale, de la ville haute à la ville basse, qui a un petit peu signé le deuil de cette ville haute. Mais c'est une petite revanche pour les habitants de Carcassonne, parce que n'oublions pas que la ville haute était un peu le symbole des hommes du Nord, quand au XIIIe siècle, ils se sont farcis, toujours à l'époque de Philippe Auguste d'ailleurs, quand je vous disais que c'était le plus grand. C'est à l'époque de son fils, plutôt, Louis VIII. La conquête. Quand ils ont conquis à la bataille de Muret, donc du temps encore du règne de Philippe Auguste, mais Muret, la bataille de Muret, c'est son fils, Louis VIII, qu'on appelait le Lion, qui était un farouche guerrier, et ils ont pris Carcassonne, ils se sont installés dans la ville haute, ils ont chassé les habitants de Carcassonne. Donc finalement, ils ont petit à petit repris le pouvoir, il faudra attendre quelques siècles. Et cette citadelle a été préservée, restaurée par Viollet-le-Duc, c'était au 19e, c'est ça? Avec quelque chose qui a fait grincer les dents, c'est qu'évidemment dans le sud on met des tuiles. Et si vous allez à Carcassonne, vous verrez qu'il y a des ardoises. Et là c'était un petit peu le pied de nez des hommes du Nord, peut-être des Parisiens qui montraient quelque part leur autorité en coiffant les toits de Carcassonne des symboles du Nord et non de ceux du Sud. Le patrimoine mondial de l'humanité, Carcassonne. Exactement, mondial de l'UNESCO depuis 1997. C'est une pépite, c'est la chapelle Sixtine de nos monuments médiévaux. Évidemment, quand on passe en plus sur l'autoroute, là, quand vous prenez l'autoroute A9, celle qui relie les deux mers, là, pour aller de Bordeaux à Perpignan, là, vous la voyez surgir comme ça, cette espèce de mamelon fortifié, cette couronne crénelée de remparts presque intacte. La ville haute, elle en jette. Ah oui, elle en jette. Alors faisons escale à présent dans une autre cité, la cité phocéenne. Un soir, les voyous de Marseille m'ont fait goûter à leur bouteille au fond d'un bistrot mal famé où j'attendais de m'embarquer. Ils me parlaient tous de voyage. Colette Renard, André Berkoff. Marseille, tais-toi Marseille. Mais Marseille, c'est vrai que c'est tellement spécial, Marseille. Ne fût-ce que les métaphores footballistiques OM, PSG. Il y a Paris, il y a Marseille. Il y a toujours cette espèce de rivalité comme ça, dans tous les domaines. Ouais, la ville, clairement, la ville a grandi à l'écart du Royaume de France. Toujours. Depuis toujours. Même quand elle devient française, les fortifications, même Louis XIV, quand il essaye de tenir cette ville-là, qui est d'ailleurs un lieu pour le bagne. On y fabrique des galères et on met des bagnards, donc il n'y a pas vraiment. C'est à l'époque où effectivement Marseille a servi de port militaire, tout ça. Après les campagnes d'Italie. Mais Marseille, quand même, c'est 5000 ans. Il s'est blêblé 5000 ans. C'est la première ville de France, sans doute. Première ville. Aujourd'hui, on hésite entre Marseille et Béziers, puisque au niveau des vestiges qu'on a retrouvés.
voilà, on est à 2600 ans d'histoire. Béziers, peut-être 2650. Enfin, bon, voilà, le débat est lancé et loin d'être terminé. Et je suis pas assez historien et précis et connaisseur du sujet pour pouvoir trancher aujourd'hui. Mais les deux villes se battent pour avoir donc la primauté. Marseille bien avant Paris. Ah bah bien sûr. Ah bah ouais. oui, non. Quand Marseille se développe avec les Grecs, puis avec les C'était Romains. la plus vieille ville de Gaule dans l'Antiquité, Marseille. Ah bah bien sûr, c'était la première, mais elle était en dehors. C'était une ville tournée vers le littoral. Ça a toujours été une ville qui a regardé la mer. Alors on est quand même rentré. On a longé le Rhône pour pénétrer dans les terres, mais le Rhône il est plus loin. Et Marseille c'est vraiment une ville de littoral. Quand les Grecs créent ce comptoir, les Phocéens, ils arrivent de Phocée, ils créent ce comptoir. Ils sont dans cette espèce de petite anse magnifique qui est le vieux port. C'est pas le vieux port actuel, c'est un petit peu plus en retrait dans les terres, où il y a aujourd'hui le musée antique de Marseille qui est magnifique, qu'il faut aller voir, qui vous raconte tout ça. Vous avez cette petite corne comme ça qui était un abri insulaire, un abri intérieur. Il y a une légende évidemment, puisque tout commence par des légendes, d'un mariage heureux entre une autochtone, entre un grec et une autochtone. Ils se sont mariés, c'est le Gyptis et Protis. Donc déjà une ville métisse, Marseille, mais pendant très longtemps, finalement, elle est dos tourné à la France, Marseille. Et c'est une ville à part. Elle est géniale. Elle est magnifique. Elle est spéciale. C'est à Marseille, c'est son identité. Ouais. Voilà. Il y en a pas deux comme elle en France. Il y en a pas deux comme le elle. vieux port tel qu'on le connaît, c'est l'œuvre des Romains en quelque sorte. C'est eux qui à l'époque ont déjà qui l'ont aménagé avec des quais, tout ça. C'est les Romains. On doit ça aux Romains. Oui, mais sauf qu'à l'époque, Marseille, vous avez le vieux port là. Vous avez, c'est une espèce de petit rectangle tourné vers la mer, et vous avez le côté du Panier et de l'autre côté avec Saint-Victor. Et la vieille ville de Marseille n'est que d'un côté. Il y a pas une ville qui le port n'embrasse pas. La ville n'enlace pas le port. C'est que d'un côté. De l'autre côté, c'est des terres d'église. Pendant très longtemps, d'où aussi le pape qui vient nous voir à Marseille. C'était un haut lieu de la religion avec Saint-Victor, avec Jean Cassien. Et pendant très longtemps, c'est des terres d'église. Et petit à petit, ça se fera grignoter par ceux qui possédaient Marseille. Et Louis XIV finira par chasser les religieux de la rive droite du Vieux-Port quand il va faire construire l'enclos des galères, pour faire construire des galères, des bateaux, etc. Surtout des galères. On a été très en retard en France. Quand on était au temps de la marine à voile, nous on continuait à faire des trucs avec des rames. Ah oui. En tout cas, l'un des plus impressionnants vestiges du Moyen-Âge, c'est la tour du roi René. Ouais, c'est impressionnant parce que il reste très peu de vestiges du Moyen-Âge à Marseille. Il en reste, mais c'est vrai que la ville elle a été bombardée. Dans la Deuxième Guerre mondiale, il y a tout le vieux Marseille du côté de Saint-Jean et donc du côté du quartier du Panier qui a été totalement détruite. Mais c'est vrai qu'il reste des fortifications et la tour du roi René qui permettait avec une grande chaîne de protéger l'accès au port est un vestige magnifique de cette histoire qui date donc de la toute fin du Moyen-Âge. Au XVe siècle. Oui, c'est ça. Ouais. Elle avait été ravagée par les Espagnols en 1423. Ils avaient piqué la chaîne et on l'a retrouvée dans un musée. Je ne sais plus si c'est à Valence, je crois. Oui, c'est à Valence, exactement. Tout le quartier du Pharaon, etc. C'est les forteresses, là, etc. Là où il y a le Mucem d'un côté. Et de l'autre côté, c'est Louis XIV. Ça. C'est Louis XIV. Et c'est davantage tourné, pas pour protéger la ville de la mer, c'est plus le château d'If, ça. Mais par contre, le Fort Saint-Jean, Fort Saint-Nicolas, ils sont davantage tournés vers Marseille, parce qu'on se méfie des émeutes, on se méfie de ces gens de ces Marseillais qui déjà sont peut-être plus rebelles qu'ailleurs sur le territoire, plus indisciplinés et farouches, et finalement, à part. Et oui, et les rois de France les surveillaient constamment, ils se méfiaient vraiment des Marseillais à l'époque moderne. Des rebelles, des Gaulois, même pas des Gaulois, des réfractaires. Ah oui, non, c'était pas des Gaulois réfractaires. Ah non, c'est pas des Gaulois. C'est pas des Gaulois. Même à l'origine, c'était on les appelait c'était à la fois des Celto-Ligures. Ils étaient déjà pénétrés de cultures plus méditerranéennes que celtes, quoi. Si on veut dire que les Celtes sont plus au nord, les Marseillais étaient déjà des Méditerranéens. Ah oui, le Fort Saint-Jean est un monument de cette époque-ci. Aussi, de Louis XIV. Oui, c'est ça. Fort Saint-Nicolas, Fort Saint-Jean. Et quelle est l'histoire alors de cette célèbre canebière ? Eh ben en fait, la canebière pendant très longtemps, la canebière ne débouchait pas sur le port. C'est d'ailleurs pour vous dire à quel point le port, la canebière n'arrivait pas, oui, c'est vrai. Ah non, ça date du 19e siècle.
Il y avait des bâtiments qui appartenaient, je crois, à Louis XIV pour construire les galères. Donc elle était bouchée, le port était bouché. Puis il y avait pas cette harmonie qu'on a aujourd'hui, pour les raisons que je vous expliquais tout à l'heure. C'est que la ville était déjà partagée entre d'un côté le côté religieux et l'autre la ville elle-même sur le côté gauche. Et on a ouvert ça au 19e siècle et on l'a appelé Canebière en souvenir du chanvre, du lin, des métiers à tisser pour fabriquer les voiles de bateau, pour fabriquer les sacs et les choses comme ça. On se servait de chanvre et ce chanvre a donné le cannabis, la canebière. Et en Bretagne, nous ça a y donné... voilà. Ah oui, nous y voilà. Le cannabis vient du chanvre. Le chanvre indien. Ouais. Et le nom de canebière vient de là, pas pour les raisons qu'on croit, plutôt pour fabriquer des toiles de jute, de la toile. Ouais, c'est ça. En tout cas, parlons maintenant de Nice, André Berkoff. Nice a été fondée par les Grecs de Marseille. Avant d'en parler, écoutons l'hymne de Nice et surtout du pays niçois qui date de 1904. Oh la mio bella Nisa, regina degli flu, l'Ethiopie Ulissa, io canterai. Il y a encore des gens qui parlent lissard. Ouais. Et puis ça revient. Ce qui est formidable aujourd'hui, c'est que au 19e siècle, la République a vraiment voulu, et ça date même de la Révolution, on a voulu bannir nos patois et nos langues régionales, mais pour une bonne raison. C'était pas méchant de vouloir faire ça. Il fallait unifier le pays. Il fallait unifier le pays et surtout, on parlait de Fabre d'Églantine, on va parler d'un autre révolutionnaire qui s'appelait Barère. Il disait qu'il fallait absolument instruire le peuple dans la langue nationale parce que sinon, c'était trahir la patrie. Si on maintenait le peuple dans l'obscurantisme, s'il n'était pas capable de comprendre les lois, les actes et les règles, eh bien on venait au Moyen-Âge où le prêtre parlait latin et tu pouvais pas comprendre, hein, c'était ferme ta gueule et prie, et où le juriste parlait latin aussi, donc tu pouvais pas être défendu. Non, la Révolution a voulu qu'on ait tous la même langue, c'était un symbole d'égalité et de justice et aussi de maîtriser l'État et de maîtriser son destin. Donc on a cassé une identité française aussi. Voilà, parler une seule langue, un peuple, une langue, une nation. Et aujourd'hui, au XXe siècle, eh bien, on en revient un petit peu et on retrouve nos patois, nos identités, parce qu'on comprend bien que unifier un pays, n'est pas uniformisé. On peut être uni tout en étant multiple, tout en étant métis. Quelle est la spécificité de Nice? Si spécificité il y a. Ah ben là, Nice, on est aux confins et c'est une ville qui est rentrée peut-être la dernière dans l'Hexagone. Ça date que je crois le rattachement c'est en 1860 avec Napoléon III. Savoie et le Haut-Comté, oui. C'est ça. Ça a été une ville qui a été longtemps savoyarde. Ça a été une ville qui a été lombarde, piémontaise. Elle a toujours été très convoitée depuis le Moyen Âge, comme Marseille. Elle a aussi beaucoup été convoitée. Et d'ailleurs, Louis XIV va avoir ce mot terrible, c'est que Nice aujourd'hui, il n'y a plus de château. Non, il y a la colline du château au pied du Mont Boron. Et Louis XIV, dès qu'il a pris Nice, qui lui a tant résisté, il a dit « Détruisez-moi ce château, il nous a tant résisté, je veux qu'il n'ait jamais existé ». Et il l'a fait raser, il reste plus qu'une petite tour ronde sur la basse corniche, là, quand vous êtes sur le bord de mer, au bout de la promenade des Anglais, il ne reste plus ça, et sinon il reste que son emplacement. C'est vrai que Nice est récente, enfin, par rapport à la France. Ah bah, c'est la dernière entrée, hein, c'est la dernière entrante, c'est notre dernier enfant, Nice. Ah oui, Laurent Deutsch, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. Nous allons continuer de rendre hommage donc aux grandes villes françaises. On va notamment parler de Brive-la-Gaillarde, alors restez avec nous. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. En 5-7, je bois mon blanc sec. À toute pompe, je cire mes bombes. À plein tube, je chante mes tubes. On est pressurisé, la vie va vite, tout qu'on habite. Il faut foncer pour subsister. Jacques Dutronc. Eh oui, Jacques Dutronc à toute berzingue, Laurent Deutsch. Partons nous aussi à toute berzingue, à Brive-la-Gaillarde, où aura lieu la 41e édition de la Foire du Livre du 10 au 12 novembre prochain. J'y serai. Eh oui, bah j'imagine. Grande tradition. Ah bah oui, parce que moi je veux salon du livre. Ah bah bien sûr, c'est la Foire du livre. Moi je veux ma purée au citron. Vous savez où? Ah non. Où ouais, chez Francis. Ah oui, faut aller chez Francis, la purée au citron de chez Francis, c'est un must. C'est fabuleux. Ah ouais, on ne connaît pas Brive-la-Gaillarde si on n'a pas un petit peu de purée au citron dans son estomac. Ah oui. La visite ne se fait pas pareil. Et n'oublions pas l'immortalité donnée par Brassens au marché de Brive-la-Gaillarde à propos de bottes d'oignons.
Et quand j'ai parlé de cette histoire, je sais plus ce qu'on m'avait dit que Brassens. Il y a un sujet au sujet de Brassens avec Brive. Je sais plus lequel. Je vais pas commencer à lancer dans un truc fumeux. Mais je crois que quand on parle de ça, les gens, ça les énerve qu'on parle de Brassens. Si on devait parler de quelqu'un de Brive que moi je vénère par-dessus tout, c'est un écrivain qui est extraordinaire. C'est Claude Michelet. À pas confondre avec Jules. Claude Michelet, magnifique, Michelet, qui a écrit des livres sur les paysans, notamment avec il y a eu l'école de Brive avec un certain nombre d'écrivains qu'on appelait l'école de Brive, Signol, et Claude Michelet, quel écrivain magnifique, des Griveauloux. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. En tout cas, l'histoire de cette ville, l'histoire de cette ville a commencé avec un saint à l'Antiquité. Ah oui, alors, et d'ailleurs c'est ça. Alors d'abord, l'étymologie, avant de commencer avec un saint, parce que avant qu'il y ait des dieux, il y a eu des hommes, ou peut-être la merde, je sais pas, je vais me faire taper sur les doigts par mon prêtre. Attention, liturgie. Brive, c'est un mot gaulois qui veut dire le pont, littéralement. C'est un pont. C'est un pont sur la rivière, et c'est à partir de ce pont que la ville va se développer. Et effectivement, Brive va devenir un important lieu de pèlerinage en rapport avec un saint, et il y a une collégiale autour de ce saint qui va se créer, qui est la collégiale Saint-Martin, je crois. Et c'est qui fait que Saint-Martin l'Espagnol, oui. Saint-Martin l'Espagnol, voilà, c'est lui. Et la particularité de cette ville, c'est qu'elle n'a pas de château. Eh oui, ce qui est rare. Ouais, ah bah oui, toutes les villes. Je vais pas vous rappeler vos cours du Moyen-Âge. Ah, je sais. Ah merde, je l'ai oublié. Parce que je me dis Brive, la Gaillarde. Moi, je me suis toujours demandé Brive, d'accord. Mais c'est la fortification, je crois. C'est la fortification qui lui a valu ce nom. Oui, voilà. Oui, parce que Gaillard, c'est un mot gaulois qui veut dire la force. La force, la dureté. D'accord. Voilà, et ça vient de là. Ça vient de là, et effectivement, c'est parce qu'elle avait des super remparts autour de la collégiale qu'on voit encore magnifiquement bien. Ils ont à peu près tous disparu, les remparts, mais quand on survole un peu Brive, la Gaillarde de haut, on voit encore cette petite olive médiévale qui forme presque comme un cœur. Et c'était ces remparts qui lui donnaient, qui lui ont donné ce nom de sacrément Gaillarde, comme cité. Je sais plus quel est le soldat, un gars qui devait la prendre d'ailleurs. Elle est Gaillarde, cette ville. Ça vient de là. Et effectivement, les brivistes avaient construit effectivement cette fortification au Moyen-Âge, donc pour se protéger. L'époque moderne. Et là encore un mot gaulois, tiens, ça me revient, ça y est, je me replonge dans mes cours. Et Gaillard, en fait, vient d'un mot gaulois, et d'ailleurs le mot gaulois vient de la même racine, Galle. Galle, qui voulait dire le costaud, le balèze. Gaulois vient de Galle. Ouais, Galle. Et Gaillard vient aussi, le mot Gaillard vient de gaulois, enfin, tout s'est un peu mélangé, mais la racine c'est Galle, qui veut dire le costaud, le robuste. Eh oui. Alors l'époque moderne, effectivement, Brive est marquée par une histoire d'eau. Ce fameux pont des 13 arches. Et qui a aujourd'hui disparu. Il en reste un souvenir dans le théâtre des 13 arches, qui a repris le nombre d'arches. Et effectivement, là encore, souvent, l'eau a été source de vie, mais aussi source de destruction. Il y a eu des inondations terribles. À Brive, il a fallu maîtriser. On l'a fait petit à petit en canalisant la rivière. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui dans l'office de tourisme à la forme d'un phare qui rappelle qu'autrefois, c'est même plus que la rivière, c'est la mer qui venait jusqu'à Brive. Fou, ça, mais il y a plusieurs centaines, il y a plusieurs dizaines de millions d'années, et donc il y a un architecte farfelu qui avait créé au bout de ce canal qui permettait de maîtriser la rivière une tour en forme de phare qui abrite aujourd'hui l'office de tourisme, et ça rappelle ces temps lointains où l'eau se faisait menaçante et il fallait la guetter avec un phare. Ah oui, alors ce pont des 13 arches a disparu, mais un nouveau a été reconstruit, c'était en 1734, le pont cardinal. Qui était ce cardinal, Laurent Deutsch? Ah bah si je vous dis, on chantait il pleut bergère, je vais vous mettre une autre petite rengaine dans la tête. Si je vous dis il court le furet du bois joli. Ah là. Et on peut le dire maintenant, c'est la plus belle des contrepétries. Et c'est une contrepétrie. Et oui, il fourre le curé. Il fourre le curé. Et c'est le curé du bois. Et c'est le curé du bois. Le fameux cardinal du bois. Le cardinal du bois qui allait sélectionner les partenaires sexuels du régent. Voilà. D'accord. Il sélectionnait lui-même. C'était son. Ah oui, c'est pour ça qu'il avait une réputation sulfureuse, monsieur. Oui, c'était un homme qui était très porté sur la chose, et donc il testait les demoiselles pour pas que le régent, qui lui aussi était très porté sur le cotillon et la fanfreluche, et donc on en a fait une chanson. C'est que chantent tous les adolescents, les jeunes et tout ça pendant très longtemps. Voilà. Oh, il y en a d'autres, hein, vous savez. Nous n'irons plus au bois, les muguets sont fanés, ou un truc comme ça. Ouais, les lauriers sont coupés. Les lauriers sont coupés. Les lauriers, c'est un indicateur de maison de passe. Ah oui? Oui. Les lauriers, quand il y avait des lauriers sur une porte, c'était parce qu'il y avait des prostituées, et donc on n'ira plus parce qu'il n'y a plus la maison à fermer, ou alors peut-être que les filles qui sont là-bas sont plombées. C'est formidable. Donc, il y a des tas de chansons. Il y en a plein. Le Chaperon rouge aussi. Il y a le côté grillard des Français ne date pas d'hier.
Oui. Et ce fameux Guillaume Dubois, c'était un super ministre et principal conseiller de Philippe d'Orléans. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est lui qui notamment gérait un petit peu les affaires du royaume. Moi, j'ai eu la chance de jouer une pièce sur ce thème-là. Jean Las, le fameux mec qui a fait la seule banqueroute française. Le cardinal Dubois était celui qui tirait les ficelles et qui aussi a retourné les alliances. On a commencé à se réentendre un petit peu avec les Anglais, avec lui. Enfin, c'était un grand homme politique, mais ça n'interdisait pas la fantaisie. Eh oui. Laurent Deutsch, on espère que ce livre soit un nouveau best-seller. Effectivement, vous êtes abonné au best-seller. Bah oui, pour l'instant, j'ai la chance qu'on me suive. Ça me donne, ça met du souffle dans les voiles. Et c'est vrai que là, j'espère avoir des complices avec celui-là, parce que comme je l'ai dit, à toute Berzingue, c'est mon odyssée. Je me suis donné 10 ans pour faire la France. Et il faut dire aussi que Laurent Deutsch a suscité beaucoup de jalousie. Ah bah justement. On a contesté, historien, pas historien, etc. Mais certains historiens, effectivement. Succès, ça, dès que ça marche. Certains historiens vous en reprochent effectivement de biaiser, de présenter une version biaisée de l'histoire de France. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? Mais je leur ai jamais répondu parce que il suffit de savoir qui va poser la question. Vous savez, quand on vous attaque, faut savoir d'où vient l'attaque. Quand ce sont des gens qui sont très encartés, qui sont des hommes politiques, d'ailleurs qui s'en cachent pas, qui sont même des députés, etc. Oui, vous faites référence au député LFI Alexis Corbière, effectivement. Oui, même tous ses copains, parce qu'il n'était pas tout seul, il y en avait d'autres. Mais ils sont des hommes politiques qui se servent de l'histoire comme d'un instrument, comme d'un manuel orienté. Et donc, quand vous n'êtes pas les disciples de leur manuel, forcément, pour eux, vous êtes dans une autre chapelle, dans une autre orientation politique. Mais moi, je fais pas de politique, je ne sers qu'une cause, c'est l'histoire de mon pays qui me passionne, qui me fascine et qui me permet d'avancer. Donc si ces gens-là ont besoin de se servir de moi pour faire parler d'eux, grand bien leur face, moi j'ai pas besoin d'eux pour faire parler de moi. Oui, ce qui est terrible, c'est qu'on vous a traité de fachos, de réac, de nazis, c'est terrifiant. C'est classique, ça. Mais ça s'est tassé. Ça s'est tassé, c'était il y a une douzaine d'années et c'est un petit peu fini aujourd'hui parce que je trouve que ça y est, on retrouve les pieds sur terre. Moi, j'ai grandi dans une cité. Moi, j'ai habité à la cité de l'Abreuvoir à Bobigny et en 98, quand on était dans le métro, on est parti de Boboche pour aller faire la fête aux Champs-Élysées quand on est parti en finale. Et je me suis retrouvé dans les beaux quartiers. Et j'ai croisé des petits jeunes très sympas qui présentaient bien. J'étais avec mon drapeau français et il y a une jeune fille qui m'a dit « Oh, le facho !» Oui, et je lui dis, mais quoi mais pourquoi? Facho et tout, raciste et tout. Mais heureusement, j'étais avec mes potes de Bobigny où je pense que j'étais le seul à avoir une tête comme la mienne. Et ça s'est mal terminé. Mais bon, bref, on lui a dit, mais on vient juste fêter la victoire de l'équipe de France. Ça n'a rien à voir avec un combat politique ou quoi que ce soit. C'est juste que le drapeau français, c'est le drapeau qui représente notre équipe. Et en plus, déjà en 98, elle était plutôt métissée. Elle était plutôt sympa. Elle avait moins la tête des classes d'école qu'on peut retrouver là où j'étais, à savoir à Saint-Germain-des-Prés. Enfin, là où j'ai croisé ces jeunes filles qui m'ont traité de facho avec mon drapeau français. Qui était aussi bobo que... mais j'en sais rien, mais en tout cas, j'aurais bien aimé voir la tête de ses copines. Laurent Deutsch, merci d'être venu sur Sud Radio. Je rappelle que votre livre À toute Berzingue vient de paraître chez Michel Lafon. Chers auditeurs de Sud Radio, plongez-vous dans la lecture de ce livre qui est vraiment passionnant. Oui, suivez-moi. Suivez-moi. Et sur YouTube. Vous allez voir, la France, il y en a qui en parlent, il y en a d'autres qui la font. Alors, allons-y. Ralliez-vous à mon panache blanc. Bleu, blanc, rouge. Le blanc, c'est déjà pris. Henri IV, on te salue. Tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaie sur Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso.